l'opposition, mais des oppositions. Parce que quand vous regardez, il faut la segmenter. Elle est clairement là, elle est multiple. Il y a une qui est radicale, il y a une qui est au milieu, et il y a une qui coopère avec le pouvoir. Et donc, de ce point de vue, parler déjà de l'opposition, pour ma part, est une erreur. Et puis dire que c'est une opposition bête. Même si c'était une question, même s'il y avait un point d'interrogation après. Mais... Oui, ce point d'interrogation-là, même la question bête, même, à mon sens, est une insulte à mes compatriotes. C'est une opposition qui est plutôt rationnelle. Je suis étonné, vous allez être étonné que je prenne le contre-pied. Elle est rationnelle. Pourquoi? La fragmentation de cette opposition-là est que les individus là-dedans, il y a un certain nombre de maladies dont souffre cette opposition qui va expliquer le fait qu'il y ait une fragmentation là-dedans. Les uns et les autres ont développé ce qu'on peut appeler une sorte de messianisme politique. C'est-à-dire que chacun d'entre eux estime être le messie que le Cameroun attendait pour en réalité résoudre les problèmes, vous allez le voir, hein, globalement, et que de ce point de vue-là, ne voit pas en l'autre la capacité de résoudre, de faire l'affaire. Vous allez aussi vous rendre compte que chacun la joue, son petit jeu. Chacun est dans une logique individualiste, dans une logique d'arriver à asseoir comment il peut arriver à atteindre ses objectifs. Et là où je rejoindrai le doyen Xavier Messet tout à l'heure, l'élément culturel ici, c'est quoi? Cette opposition rend compte du rapport que nous avons avec la gestion de la chose commune. Parce qu'en réalité, au niveau de la chose commune au Cameroun, les individus prennent toutes les libertés possibles, n'arrivent pas à s'entendre sur comment mettre en place une stratégie pour gérer ce qui est commun. Et c'est ça qu'on retrouve dans cette opposition, qui est donc, ces stratégies-là, sont une opposition qui, à un moment donné, on a une impression qu'elle s'oppose à elle-même. Et qu'elle ne s'oppose pas véritablement au pouvoir. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit bête. En politique, les rationalités sont comme sur le terrain économique. Sur le terrain économique, les gens font leurs calculs et ils font d'abord des maxima. Mais quand ils se rendent compte qu'on ne peut pas atteindre les maxima, ils font ce qu'on appelle des minima. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire que cette opposition est bête. Vous n'allez pas dire, par exemple, d'un monsieur comme Djamène qu'il est bête. Non, il est loin d'être bête. C'est un monsieur qui fait des choix en rapport avec l'analyse de la situation qu'il observe et se rend compte que voici ce qui peut atteindre, ce qui peut être de mon intérêt. Et donc, à mon sens, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la société camerounaise mérite cette opposition? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans l'espace public depuis à peu près un peu plus de 20 ans. Vous portez des causes ici, entrepreneur de causes que je suis. Vous allez vous rendre compte que quand j'ai raison, les gens ne viennent pas me dire que Claude Abbé, quand tu vois là, tu avais raison. Essayons de se mettre ensemble pour mener cette cause-là. Dès qu'une clameur d'une communauté se met en marche et qu'on m'insulte, vous ne voyez même pas un journaliste qui se lève pour venir me défendre qu'attention, il s'agit d'un patrimoine que notre société a parce que quand ce monsieur-là tient des points de vue, il ne les tient pas à partir de rien. Voilà, à mon sens. Sans être avocat de tous les journalistes, je pense que notre besoin de vous avoir toujours sur nos plateaux, c'est parce que nous savons que tout ce que vous dites est pertinent. Mais restons sur un point qui a été évoqué dans cet éditorial-là, l'incapacité de l'opposition camerounaise à s'unir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être pas une opposition bête, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que c'est une opposition tout au moins faible? Elle est totalement fragilisée. Elle est même laminée. Parce elle est plutôt affaiblie, diriez-vous. Quand vous dites affaiblie, c'est comme si un jour elle a eu une force. Probablement dans les premières années de la réouverture du jeu multipartiste au Cameroun. Elle a été forte. Mais progressivement, le pouvoir l'a eu à l'usure. À l'usure parce que si j'en avais cru qu'il fallait se courber et puis prendre le pouvoir et qu'il était dans la rue, et alors qu'en face d'eux, ils avaient des gens qui étaient en train de travailler. Et la deuxième chose qu'il faut dire ici, pourquoi cette opposition est laminée, c'est que
les gens se sont improvisés comme acteurs politiques. Faire de la politique est un métier. On apprend les codes, on apprend les stratégies, on apprend la manière de le faire. Dans notre contexte, n'importe quel kidam dans un endroit s'assoit, il se trouve beau probablement pour une nuit parce qu'il a bien passé avec son épouse, et le lendemain, il vous crée un parti politique. Et il monte dans les antennes, vous dans les médias, vous l'invitez, et il se pense être à la mesure de porter une cause politique. Donc, à mon avis, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on arrive à une opposition qui n'est même pas affaiblie, mais qui en réalité ne s'est jamais structurée. En réalité, il faut qu'elle se structure d'abord, elle-même, en tant qu'opposition. Voyez-vous, quand vous regardez les offres politiques des candidats à l'élection aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, hein. C'est le deuxième... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait un homme politique? C'est d'abord l'offre qu'il élabore pour arriver à ça. Et donc, de mon point de vue, cet élément-là, vous ne pouvez pas avoir pour seule offre politique via Moscou. Si c'est la seule offre politique que vous avez, pour moi qui suis un universitaire, qui est un citoyen, qui est éclairé, je voudrais savoir ce que vous apportez pour résoudre les problèmes qui sont les miens au quotidien. C'est ça la réalité. Donc c'est une opposition qui n'est même pas affaiblie, mais qui n'a pas commencé à être opposition. Alors, vous me direz peut-être que ce n'est pas le rôle du pouvoir, mais lorsqu'on a un pouvoir, Jean-Baptiste Atemengue qui a fait plus de 40 ans, un pouvoir où on a un président qui se présente pour un 8e mandat, est-ce qu'une opposition, ou même des oppositions, elle a la chance de se former, de se constituer, de devenir mature dans un scénario comme celui-là? Est-ce que le parti en place, est-ce que le régime en place n'a pas participé justement à affaiblir, c'est gentil, à détruire complètement cette opposition? On a quand même un régime qui a depuis 40 ans, un président qui se représente pour la 8e fois. Est-ce qu'une opposition pourrait survivre à un tel régime? Alors, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Nous sommes adversaires et chacun cherche à affaiblir l'autre pour nous renverser et nous éviter ce renversement de pouvoir. Donc, mais toutes ces hypothèses sont recevables. Donc, le problème, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une seule variable qui pourrait justifier la situation actuelle de l'opposition. Il y a plusieurs variables, je pense, qui influencent cette situation. Et d'ailleurs, le fait que nous, et là je vais aborder l'autre variable, le fait que nous commentions cet article, que j'estime préjugé de François Soudan, veut tout dire, parce que un grand journaliste comme Xavier Messé, très connu au Cameroun et en Afrique francophone, même ailleurs, pourrait signer un éditorial sur la politique française d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que cet éditorial serait commenté en France. Non. Vous voyez donc l'inégalité qui existe entre eux, notre ancienne tutelle, nos anciennes tutelles et nous. Il signe dans Jeune Afrique, hein, il ne signe pas dans un journal tout à fait français, hein, qui a toujours abordé les questions du Cameroun. Jeune Afrique n'a d'Afrique que de titre, mais c'est un journal français. Alors, mais la problématique, elle est aussi là. Parce qu'on peut inverser les choses. Et là aussi, évoquer la variable pouvoir du Cameroun. Parce que l'opposition, et même de l'opposition, peut-être la société camerounaise, politique camerounaise, résiste mieux à ces influences. Et donc, à un moment, ceux qui veulent influencer peuvent la taxer de bête parce que cette société politique ne joue pas le jeu que la banque souhaiterait voir jouer sur le terrain. Et peut-être qu'ailleurs, où on estime que l'opposition est entre guillemets intelligente, là-bas tout se passe tel que le scénario est défini par ces tutelles, ces colons. Et qu'au Cameroun, côté pouvoir comme côté opposition, il y a une incompréhension, ça ne marche pas comme eux ils veulent. Ça peut être une hypothèse. Et je pense qu'il y a un peu de cette hypothèse, tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Parce qu'en 92, on a vu effectivement une tentative de caporalisation. En 92, une tentative de caporalisation des puissances étrangères
de caporalisation de notre opposition, d'instrumentalisation de notre opposition pour influencer et imposer une logique. Mais cette opposition dirigée par John Frundi a fait à l'époque preuve de patriotisme, n'a pas franchi une ligne rouge, bien que discutant avec ces grandes puissances, représentées ici par leurs ambassadeurs, à un moment a dit non, l'intérêt supérieur du Cameroun, ce n'est non plus qu'on aille jusqu'au bout de ce que vous voulez, on s'arrête ici. Et donc, après on peut toujours dire de ce côté-là, ah c'est une opposition bête parce que nous on voulait bien les installer et tout dire, et ils ont même refusé. Bon, et donc, je pense que il y a cette possibilité, parce que en réalité, je ne suis pas sûr que dans les sociétés africaines postcoloniales, effectivement, comme le disait Xavier, mais il y a une très grande différence en tant que telle. Moi, j'ai été militant et syndicaliste étudiant en France, où nous essayons toujours de faire une sorte d'agrégation de nos demandes vis-à-vis de nos responsables universitaires ou de l'État français, parce que nous étions dans les mêmes situations de crise en 94, 95, on n'avait pas de bourse, on nous expulsait des chambres de cités universitaires. Alors, lorsqu'on se retrouvait tous issus de beaucoup de pays, Côte d'Ivoire, Sénégal et tout, je ne pense pas que les étudiants camerounais étaient les plus faciles à manipuler, ou avaient... Et je pense que les interférences des services français par rapport à tel ou tel étudiant originaire du Congo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Mauritanie et des autres pays, je pense que c'est même chez eux que ça passait plus facilement que chez nous, ces manipulations. Et je me souviens qu'on se soit retrouvé à Biarritz lors du sommet France-Afrique, le dernier de François Mitterrand, juste après la dévaluation, où nous revendiquions des mesures d'accompagnement, après des mobilisations de tous les étudiants africains de Bordeaux. Lorsqu'on s'est retrouvé dans le train, je crois qu'on n'était que 4 ou 5 étudiants, moi Camerounais, un Ivoirien et un Gabonais. Tous les autres, quand nous sommes rentrés de Biarritz, on a retrouvé certains qui étaient déjà plongeurs dans les restaurants universitaires, tout ça qui avait été démobilisé par les services français. Et donc c'est pour dire que nous avons un peu les mêmes contraintes à gérer vis-à-vis de ces anciens colons. Et peut-être même que, parce que l'opposition camerounaise et le pouvoir camerounais ne jouent pas tellement le jeu de ces colons, évidemment on peut arriver à de telles conclusions hâtives et qui, à mon avis, reflètent des préjugés. Je ne veux pas évoquer l'hypothèse spécifique de l'adversaire de l'opposition, parce que vous l'avez évoqué un peu en passant. Si l'opposition est faible, peut-être que nous aussi on est plus faible, soit plus fort que l'opposition. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça, parce que le pouvoir en place a des leaders. Et nous savons très bien que si ce leader n'est pas assez habile, n'est pas assez... n'est pas un bon manager de sa société, de son pouvoir, il est évident qu'il tombe très facilement. Donc il faut nécessairement... je ne veux pas insister, mais ça va de soi que les qualités d'homme politique et d'homme d'État du président Paul Biya, ce n'est pas un adversaire comme ceux qu'ont les autres oppositions africaines. C'est un adversaire, je pense, qui est assez particulier aussi, au regard des talents et de son maintien. Parce que si c'était trop facile... Qu'est-ce que vous mettez en particulier? Parce que c'est difficile à comprendre. Non, mais vous dites qu'il est resté 42 ans au pouvoir. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut, comme lui-même l'a dit. Et je pense que ces qualités intrinsèques, voilà, c'est un fait. C'est un fait. Je crois que ces qualités personnelles, ils sont aussi pour quelque chose. Oui. Claude Abbé, j'ai posé la question tout à l'heure à Jean-Baptiste Atemingué, je vous la pose aussi à vous. En quoi reconnaît-on une opposition forte? C'est quoi une opposition forte? Une opposition forte est une opposition qui, premièrement, est structurée à partir d'une cible bien spécifique. Et pour se structurer à partir de cette cible-là, on essaye de faire une sorte d'inventaire de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et vous structurez une réplique justement à ce qui ne marche pas. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple très simple au Cameroun. Les Camerounais à Nkol Bisson ou à
Iboman ont 4 ou 5 jours où ils n'ont pas d'eau, ont 2 ou 3 jours où ils n'ont pas d'électricité. Ça regarde cette opposition-là? Non. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas au problème des Camerounais. C'est en réalité ça. Quand on dit qu'on est une opposition forte, c'est qu'on structure une offre politique qui répond aux attentes. C'est pas dans sa capacité de renverser le régime? Mais écoutez, la capacité de renverser le régime, ce n'est pas d'abord... Le pouvoir. Le rôle de l'opposition, c'est effectivement d'atteindre le pouvoir. Parce que quand on crée un parti politique, il s'agit d'atteindre le pouvoir ou de le conserver quand on y est. Mais maintenant, pour atteindre le pouvoir, quelles sont les stratégies et les mécanismes à mettre en place pour y arriver? C'est ça qui fait que vous structurez une offre qui répond donc aux attentes des populations. Et quand ça répond aux attentes des populations, ces populations sont en mesure de vous suivre. C'est également une opposition, vous allez vous rendre compte, partout où l'opposition a réussi à s'en sortir, que vous faites une analyse comparative avec ce qui se déroule en Amérique latine comme en Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre compte qu'il y a une forte connexion justement avec les organisations de la société civile qui, elles, au quotidien, travaillent à apporter des réponses aux attentes et aux problèmes des populations. Or, quand vous regardez l'opposition camerounaise ou les oppositions camerounaises, vous allez constater une déconnexion totale qui n'était pas ça au départ. Parce que quand vous regardez comment le multipartisme s'est mis en place, c'était une connexion entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile, qui à l'époque travaillaient pour l'articulation et la promotion des droits de l'homme dans ce pays. Or, quand vous regardez, il y a eu une déconnexion très forte entre tout ça. C'est autant d'éléments qui font en sorte qu'on a une opposition qui est forte. L'offre politique, les stratégies qu'on met en place, l'offre politique qui rencontre les attentes des populations, les stratégies qu'on met en place qui ratissent large et qui font en sorte que... Moi, je vais vous dire, par exemple, une formation politique que je n'aime pas beaucoup citer, car au moment où nous la créions, parce que je suis celui qui avait donné le nom de cette formation politique. Vous voulez parler du MRC? Le MRC. Au moment où nous la créions, vous constatiez que c'est des universitaires qui avaient pensé un projet dans lequel, y compris les organisations de la société civile, y étaient. Les autres partis politiques venaient aux réunions que nous on organisait. Nous étions en train de créer quelque chose de très fort. Il y a eu un détournement du désir de changement des Camerounais. Et c'est pour ça que j'en veux à ceux qui ont récupéré cette formation politique, qui aujourd'hui ont laissé la place, l'espace politique exsangue tel que c'est là aujourd'hui, où des gens peuvent sauter d'un bateau et dire qu'ils n'étaient pas dans ce bateau-là et aller au nord pour dire que désormais ils sont opposants. Alors, l'opposition agit également comme une sorte de contre-pouvoir, Xavier Messé. On a parfois entendu dans notre contexte des partis d'opposition qui ont dit on était là pour également faire des propositions. Cela a souvent été mal interprété. Alors, est-ce que ce n'est pas également le rôle de l'opposition de faire des propositions, d'agir comme un contre-pouvoir, de se rassurer que le pouvoir en place agit et en toute transparence? Et est-ce qu'on peut penser que l'opposition est là également pour faire des propositions? Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils sont un contre. Ouais. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas dans une démocratie. Ça gêne peut-être certains. Je maintiens toujours cela. Si nous étions dans une démocratie, tout ce que vous venez de citer là, en commençant par les médias, les médias sont un contre-pouvoir. La société civile est un contre-pouvoir. L'opposition est un contre-pouvoir. Je dirais même dans une certaine mesure que le Parlement est un contre-pouvoir, dans la mesure où le Parlement, il titille, n'est-ce pas, le gouvernement, n'est-ce pas, pour rendre compte de ce qu'il fait. Voilà les contre-pouvoirs qu'il y a dans un pays. Et la société civile, dans laquelle je mettrai les syndicats et autres, font ce qu'on appelle les relais. Les relais. Les partis d'opposition font des propositions, les médias font des propositions, et il faut que la société civile, avec tout ce que ça comporte, des associations, des syndicats, font le relais.
Et quand il y a ce relais, le pouvoir devrait en être sensible. Il devrait en être sensible. Et puis, il tiendrait compte parce que, en fait, tous ceux qui font cette proposition et qui représentent le contre-pouvoir ne sont pas opposés à leur pays. Ils voudraient tout simplement que les choses marchent autrement, c'est-à-dire de la manière la plus acceptable, de la manière la plus bonne. Alors, je voudrais... je ne vais pas poser une question, parce que c'est vous qui posez des questions, mais je vais tout simplement dire que je n'ai pas vu de mémoire d'observateur un seul instant où tout ce que je venais de citer là, qui constitue les contre-pouvoirs, leurs revendications ont été prises en charge une seule fois. Si vous avez des exemples, je vous mets au défi de m'en donner. Moi, je n'en connais pas. Et je n'en connais pas d'autant plus que lorsqu'on a la position d'éditorialiste que je suis, quand on fait un éditorial, il est meublé, n'est-ce pas, de faits. Il est meublé de faits, il est meublé de faits, il est meublé de critiques. Et après, on fait des suggestions. Est-ce que vous avez un seul instant en mémoire que des propositions, des critiques d'un éditorialiste ont été prises en compte? Moi, j'en vois pas. Donc, ça veut dire que dans une société où le pouvoir joue le jeu démocratique, on tient compte de cela. Venons maintenant au second pas, à un autre aspect, qui est strictement politique. Ce que nous appelons opposition ici. L'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est ce contre-pouvoir qui critique l'action gouvernementale, qui fait des propositions, qui élabore des programmes. Et puis, l'ensemble de tout cela se manifeste à travers des réunions, à travers des protestations dans la rue, des protestations démocratiques, responsables dans la rue. Et cet ensemble-là, les pouvoirs publics écoutent ça attentivement. Ils prennent ce qui est susceptible d'être pris. Les syndicats, notamment, qui recueillent, n'est-ce pas, les doléances des syndicalistes, des militants, et puis ils font des packages qui remettent au pouvoir. Est-ce que vous avez, lorsque le 1er mai, les syndicats vont défiler, mais est-ce que vous ne constatez pas que le pouvoir et les syndicats sont à l'unisson? Ils sont à l'unisson. Il y a un hôtel qui n'est pas très loin du boulevard du 20 mai. Lorsqu'ils ont fini de réciter l'ancienne que nous connaissons, ces anciennes que nous connaissons, ils se dirigent tous. Le ministère du Travail, le ministère de la Formation, ils se dirigent tous, et le président du syndicat, pour aller sabrer du champagne dans cet hôtel-là que je n'ai pas envie de nommer, que vous connaissez. Donc, cela veut dire que un pouvoir démocratique doit être sensible, réceptif à toutes les propositions, à toutes les critiques qui sont formulées, de manière à ce qu'on améliore le cadre du mieux vivre pour tout le monde. Mais lorsque à la fois ces critiques ne sont émises et ne sont pas prises en charge, lorsque les partis d'opposition n'ont pas la possibilité de manifester, moi je dis donc que ni l'opposition, ni l'ensemble des contre-pouvoirs que vous citez là, il n'y a pas que des cancres là-bas, mais tout simplement, ils ne sont pas pris au sérieux. Alors, la question que je peux poser, c'est l'opportunité d'une telle sortie en cette période, revenons un peu sur l'impact que peut avoir cette sortie. Jean-Baptiste Atmengue me faisait comprendre tout à l'heure que, voilà, pas moi, mais il tentait de dire que, voilà, c'est un avis émis par un journaliste qui n'est pas camerounais et que ça ne devrait pas. Mais on sait l'impact quand les médias, Jeune Afrique par exemple, qui revient très souvent même sur les réalisations, il faut le dire, du pouvoir en place, de votre parti. Alors, quel est l'objectif de faire une telle sortie en cette période? Comment est-ce que vous interprétez ce papier, cette sortie de ce journal en cette période présidentielle? D'abord une précision, je n'ai pas dit que sa sortie n'a pas d'impact, après nous en débattons. Ne devrait pas avoir d'impact, vous disiez-vous. Ne devrait pas avoir grand impact. Je ne veux même pas formuler ce vœu, je constate tout simplement que ça a un impact et que ça prouve... Le micro, je vous en prie, nous sommes en direct. Oui. Je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais je pense que ça a réellement un impact et que ça prouve tout simplement la relation asymétrique
que nous entretenons, politique que nous entretenons avec ces puissances, ces anciennes puissances coloniales, avec tout ce que cela englobe, donc, y compris ces médias occidentaux, parce que Jeune Afrique en fait partie. Mais en même temps, effectivement, moi je ne veux pas être excessivement idéaliste. Et quand Xavier Messé aspire effectivement, comme nous tous, à une société plus démocratique, nous sommes une jeune démocratie, c'est vrai. Mais même les vieilles démocraties tendent vers cet idéal. Mais si vous prenez les médias pour ce qui le concerne, et je comprends pourquoi il insiste dessus, les médias sont le reflet des intérêts sociaux aussi, en jeu. Donc le contre-pouvoir, oui, mais c'est contre-pouvoir en fonction des intérêts des uns et des autres. Dans les vieilles démocraties, heureusement vous dites contre-pouvoir, mais ça ne veut pas dire indépendance. Mais voilà, donc ça veut dire que dans toute société, vous avez des médias qui sont conservateurs, qui vont militer pour le statu quo. Ils ne sont pas des contre-pouvoirs. Vous avez des médias pour X ou Y raison, pour tel ou tel intérêt, qui sont des contre-pouvoirs. Et dans ces sociétés, on voit aussi cela se refléter au niveau du paysage médiatique. Donc, ici au Cameroun, est-ce que c'est parfaitement ça? Je pense que par réalisme, je suppose que c'est aussi ça. C'est aussi ça parce que ces médias, ces journalistes camerounais qui vivent dans la société camerounaise font des calculs. Ils travaillent pour un certain nombre d'intérêts, y compris leurs intérêts personnels. Je veux dire que là, je pense que je rejoins l'analyse weberienne du sociologue de la démarche rationnelle de chacun. Hein? Chacun a sa rationalité en fonction de ses intérêts, de ses objectifs. Il fait des choix rationnels et on ne peut pas dire que cela n'est pas démocratique au Cameroun. Cela l'est démocratique parce que ces journalistes, ce paysage audiovisuel au Cameroun peut... On parlait de l'opposition, hein. Je ne comprends pas comment on a... Parce que les médias sont... On a glissé directement vers les journalistes. Non, c'est pour dire que, en général, l'opposition politique doit avoir un pendant médiatique. Donc, et je crois que c'est le cas au Cameroun. Maintenant, tous réunis, s'ils n'arrivent pas à infléchir un certain nombre de choses qu'ils souhaiteraient infléchir, là, ça dépend de beaucoup d'autres contraintes. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais je vais la poser. Je reviendrai à vous tout à l'heure, à Claude Abbé, sur l'opportunité d'une telle sortie et l'impact que cela pourrait avoir sur la présidentielle 2025. Alors, je vais d'abord vous dire une chose, pour commencer. Jeune Afrique n'est pas un média neutre. D'ailleurs, aucun média au monde ne saurait dire qu'il est totalement. Aucun même ne l'est neutre. Ça n'existe pas. Vous ferez une exception qui fera date dans l'histoire de l'humanité. Jeune Afrique est loin d'être neutre. Et dans la scène politique camerounaise, on voit un certain nombre de journalistes. Vous voyez, moi je suis myope, mais quand je porte mes lunettes, je vois. Et on voit un certain nombre de journalistes de ces Jeunes Afrique qui séjournent chez nous, qui entrent à étudier et qui ressortent très contents. Et donc, je ne citerai pas les noms ici, mais vous les connaissez tous. Ça veut dire quoi? Que la sortie de Jeune Afrique n'est pas une sortie hasardeuse. Elle est une sortie qui est sûrement opportune par rapport à un agenda. Il va sans le dire qu'on est là sur le terrain de la stratégie politique. Et une stratégie politique qui va dans une perspective où on fait un usage instrumental des médias. Je ne voudrais pas dire que ce soit nécessairement le pouvoir